It brings a tear into my eyes. Guillaume Poix est auteur de pièces de théâtre publiées aux éditions théâtrales. Il est aussi metteur en scène et traducteur. En 2017, il a fait paraître un premier roman très remarqué, Les fils conducteurs, aux éditions Verticales, Privé Plaire Fondation La Poste. Lundi 28 juin 2021, Guillaume Poix présentait à la librairie Ombre Blanche lors du Marathon des mots son deuxième livre, publié également chez Verticales, Là d'où je viens a disparu. Bonjour. Merci à tous d'être là dans le cadre du Marathon des mots et merci à Guillaume Poix de nous faire l'honneur d'être parmi nous ce soir. Non, merci beaucoup de votre invitation, je suis hyper heureux d'être là, merci. Guillaume, vous êtes l'auteur de plusieurs pièces de théâtre et de 2 romans, Les fils conducteurs qui était le précédent et le dernier, Là d'où je viens a disparu, publié aux éditions Verticales à l'automne dernier. Je sais que parfois, pour les rencontres du Marathon des mots, nombreux sont les lecteurs qui n'ont pas forcément lu le livre avant. Le but, c'est aussi de vous donner envie. Donc Guillaume, est-ce que vous seriez d'accord pour nous, même si c'est un livre qui, je pense, est un peu difficile à résumer, mais est-ce que vous seriez d'accord pour nous en dire 2-3 mots ? Bien sûr. Alors en fait, Là d'où je viens a disparu, c'est un roman, c'est un roman choral, c'est-à-dire que c'est un roman qui se compose de différentes voix qui tour à tour interviennent dans le roman pour traverser à la fois ce qu'elles vivent, leurs émotions intérieures et puis les drames qu'elles vivent. Le roman, il se passe entre 2015 et 2019. Il se passe entre le Salvador, les États-Unis, la Somalie et la France. Et il met en présence, disons, des destins croisés de personnages qui, tous et toutes, à un moment donné de leur histoire, ont à partir, à quitter leur pays pour des raisons économiques, pour des raisons de violence, pour des raisons de détresse diverses. Et ces personnages-là vont donc tous entreprendre une traversée vers un ailleurs, un endroit qui est censé représenter pour eux la possibilité d'une vie meilleure. J'ai dit que ça se passait aussi en France parce que les personnages français ont cette chance de ne pas avoir à quitter leur pays. On pourrait tous s'exiler, mais en tout cas, on a la chance en France d'avoir la possibilité d'envisager, au moins pour nous-mêmes et ceux qui suivront après nous, une vie, épargnée des conflits, épargnée de nombre d'autres choses qui peuvent être violentes à d'autres endroits du monde. Et donc, les personnages qui vivent en France, eux, ont affaire avec plutôt la problématique de l'accueil. Qu'est-ce que c'est que de tenter d'accueillir, qu'est-ce que ça veut dire et comment le phénomène migratoire vient totalement bouleverser nos vies et nos intimités. Ça n'est pas qu'une trame de fond d'actualité, ça peut être aussi des choses qui viennent, en l'occurrence dans le roman, faire aussi éclater une famille. Donc c'est un petit peu, il y a donc cette famille française qui va connaître un destin un peu particulier, puisque donc c'est un père, une mère et leur fils, et le fils va connaître une trajectoire politique qui va un peu pulvériser la famille. Il y a une famille salvadorienne, un père, sa fille et sa femme qui décident de partir aux États-Unis, puisque les conditions de vie au Salvador sont assez... c'est un des pays les plus pauvres du monde et c'est un pays qui est gangréné par une violence d'une mafia, des gangs, on appelle ça les maras au Salvador, donc c'est des gangs très violents qui capturent le pays. Et puis on a une émigrée salvadorienne qui, elle, est déjà aux États-Unis et qui est femme de ménage et qui travaille avec une femme qui vient de Somalie. Et on va suivre le destin en parallèle de la nièce de cette Somalienne. Un petit peu, c'est une cartographie comme ça de gens. Mais donc, on peut dire que la toile de fond, c'est ces mouvements, ces personnages en mouvement, ce qui était d'ailleurs un petit peu étonnant de sortir le roman au moment où on était tous totalement cloués au sol. Donc, c'est un livre qui parle de gens qui partent, mais c'est aussi beaucoup un livre qui parle en fait des parents et des enfants, de ce que c'est que d'avoir un enfant et ce que c'est que d'avoir des parents.
Alors justement, c'était une de mes questions beaucoup plus tardives, mais comme en fait tu en parles maintenant, évidemment le thème de la frontière et du passage de la frontière, c'est le thème le plus évident dans ton roman, mais vient ensuite le thème de la cellule familiale. Pourquoi est-ce que tu as voulu exploiter les deux ensemble ? En fait, parce que du point de vue personnel et intime, c'est par ce biais-là que j'ai attrapé, on peut dire, la question sociopolitique, géopolitique des phénomènes migratoires. En fait, à l'origine de l'écriture du roman, il y a une photographie que vous connaissez peut-être toutes et tous, qui est une photographie qui a été publiée en juin 2019, donc il y a 2 ans, et qui montre un jeune père salvadorien et sa fille de 23 mois qui ont tenté de traverser le Rio Grande à la nage et qui n'ont pas réussi. Et cette photographie a eu un destin similaire à la photo d'Aylan Kurdi, à d'autres photos qui viennent comme ça régulièrement scander l'actualité et nous tétaniser. Et j'ai été une nouvelle fois tétanisé par cette photographie. Il se trouve qu'elle est venue agiter quelque chose en moi de particulièrement intime, puisque il se trouve que ma fille a l'âge exact de cet enfant, et au-delà de toute projection fallacieuse, je ne me suis pas dit ça pourrait être moi, puisque je sais très bien que jamais je ne pourrais accéder à ce que ça peut être, ce que ces personnes-là ont vécu, ce qu'elles ont traversé. Mais en tous les cas, j'ai tout à coup vu quelque chose que je n'arrivais pas à voir jusqu'à présent. C'est-à-dire que jusqu'à présent, j'avais l'impression d'être uniquement traversé par la question politique des phénomènes migratoires, comme si ça mettait à distance les êtres humains qui sont derrière toutes ces histoires, et comme si je n'arrivais plus à percevoir la singularité d'individus. Je voyais des mouvements, des phénomènes de masse, des chiffres, des statistiques. Tout ça était totalement désingularisé, dépersonnalisé. Et cette photographie, elle est venue comme, paradoxalement, alors qu'elle nous dérobait le visage de ces deux êtres humains, elle est venue comme me redonner un visage criant et me dire tu ne regardes pas ce phénomène constant, mondial et très puissant de notre époque avec le regard qu'il faudrait. Et j'ai voulu écrire précisément pour essayer de changer mon regard à moi. Et c'est un peu... j'écris pas du tout en me disant que je vais essayer de donner à voir quelque chose de particulier parce que moi je l'aurais vu avant. En fait, je considère vraiment que toute l'aventure de l'écriture, c'est de tenter d'apprendre quelque chose de mon geste, de tenter d'apprendre quelque chose du monde. Donc, pour répondre à la question, après un long détour, j'ai attrapé la question du franchissement des frontières, tout simplement en me disant, mais tous ces gens qui franchissent les frontières le font au fond pour une raison très précise, c'est parce qu'ils veulent un avenir meilleur pour eux-mêmes ou pour leurs enfants, point barre. Et peut-être qu'on l'a perdu un peu de vue, cette chose-là, parce que le phénomène est complexe, parce que je prétends pas non plus avoir un regard complètement idéalisé et naïf sur la question. Je sais bien tous les problèmes qu'il pose. Dans le livre, il n'est pas idéalisé, en tout cas. Ouais, c'est vrai. Je dirais pas, voilà, on n'est vrai. pas sur une comédie. Non, mais c'est vrai. Mais en tout cas, c'est pour dire, il m'a semblé que déjà raconter le parcours, la famille salvadorienne du roman est inspirée directement du parcours de ce jeune migrant et de sa fille. Donc j'ai fait une enquête assez approfondie pour comprendre précisément quelle avait été l'intégralité de leur parcours, leurs étapes, ce que ça avait voulu dire pendant 1 an de voyage, les préparatifs, ce que ça voulait dire de quitter le Salvador pour arriver au Mexique, le nombre d'heures de bus, qu'est-ce que c'était que d'avoir un enfant. Et je voyais très bien ce que c'était que 23 mois de vie pour un enfant, puisque j'en étais exactement à ce moment-là de ma relation avec ma fille. Et donc sans doute que ce scandale viscéral de la perte d'un enfant si jeune et d'une manière générale de la perte d'un enfant a brûlé en moi la nécessité de d'écrire ce livre. Et je me suis dit qu'en essayant de redonner une trajectoire très précise de vie à ces personnages-là, peut-être que déjà c'était se défaire de cette tétanie des photographies, de cette incapacité à agir, à essayer de rendre quelque chose de cette violence insupportable que la photographie m'avait envoyée. Et alors, parce que si je ne dis pas de bêtises, le thème de la traversée, c'est un thème que tu avais déjà évoqué dans une pièce de théâtre qui s'appelle Fondre. Je ne sais pas en quelle année tu l'as écrite. 2 ans avant. 2 ans avant. Non, même... oui, 2 ans avant. Donc bien avant. Avant la photo, en tout cas, je suppose, du coup. Mais est-ce que la photo, du coup, ça a été le déclencheur
qui a fait que tu t'es dit il faut que j'écrive davantage et que j'écrive un roman cette fois sur le sujet? Pas du tout. Enfin, dans le sens, je me suis absolument jamais dit je vais écrire un livre sur. J'ai reçu cette photographie et je ne savais. Moi, je fonctionne un petit peu comme ça. Je ne sais pas si le mot fonctionne est juste, mais en tous les cas, j'ai l'impression que le réel nous violente un peu régulièrement, qu'on est un peu quand même sommé d'être à la fois dans une connexion panoramique pour savoir ce qui se passe, et en même temps, plus on est connecté, plus on est traversé par le flux de ce qui se passe, plus on est immobilisé. Et donc moi, je suis immobilisé par les catastrophes. Je n'arrive pas à les... Je suis beaucoup plus bouleversé par les catastrophes que je ne voudrais l'être, et certaines peut-être me figent davantage, et cette photographie a actionné en moi quelque chose de tellement insupportable que j'ai senti que si je voulais, moi, dépasser cette émotion-là, il fallait absolument que j'entreprenne quelque chose pour apprendre, pour me déplacer, pour changer. Donc, il se trouve que cette photographie m'a amené, au fil du temps de documentation, des premières phases d'écriture, à me dire il va falloir construire une architecture autour de ce phénomène-là, il va falloir comprendre un petit peu plus globalement ce phénomène, il va falloir mettre en présence des corps, des voix, des destins qui vont se croiser, et petit à petit, l'architecture du roman est arrivée et s'est thématisée autour de la question de la frontière et des migrations, mais tout ça vient comme à mon insu à la fin, enfin, au fil du geste d'écriture. Il n'y a pas d'intention de vouloir écrire sur, il y a une réaction à une photographie en l'occurrence, et donc après une mise en mouvement. Et tes autres, parce que du coup, je pense que tu pars effectivement de faits réels puisque tu pars de cette photo. Les autres personnages, je ne sais pas à quel moment tu as trouvé tes autres personnages. Au départ, je m'étais concentré sur le fil salvadorien, et j'ai senti qu'il était... qu'il appelait les autres, je ne sais pas comment dire. J'ai senti que je ne pouvais pas, précisément pour que la trajectoire salvadorienne soit perceptible, qu'elle soit assez puissante, je me suis dit il faut la mettre en lien avec d'autres trajectoires. Et puis donc j'ai eu l'idée après d'imaginer ce personnage qui vivrait aux États-Unis, qui elle aurait, parce qu'en fait après, peu à peu les choses se sont polarisées sur des gens qui veulent passer, puisque le livre à un moment je voulais qu'il s'appelle passer, le verbe passer, avec toute la polyphonie, toute la polysémie du mot. Et je me disais, c'est ça l'action, en fait, qui doit structurer la réunion des personnages. Des gens qui veulent passer, des gens qui sont passés, des gens qui n'ont pas réussi à passer, des gens qui ne veulent pas que d'autres passent, des gens qui aident d'autres à passer. Et donc, autour de cette thématique-là, de cette action-là, tous les personnages ont commencé à arriver. Et ceux qui ne passent pas, et ceux qui restent. Absolument. Parce que c'est la moitié des personnages sont... Oui. En fait, ceux qui restent et qui voient les autres partir. Absolument, aussi, exactement, tout à fait. important. Tout à fait, parce que c'est vrai que ça me paraissait aussi une chose fondamentale de qu'est-ce que c'est que de voir partir quelqu'un. Parce que je pense qu'on n'y pense pas, en fait. On voit le flux, on dit le mot flux, qui est un mot très violent aussi, et on voit des mouvements, mais on ne pense pas à toutes les composantes de ce mouvement. Qui ces gens laissent-ils derrière eux? Qu'est-ce que c'est que cet arrachement? Qu'est-ce que ça va être la possibilité de continuer à vivre ensemble malgré la distance? Enfin, effectivement, tout ça, c'était des choses qui me semblaient importantes de raconter. Et c'est aussi, voilà, c'est ce qui fait la richesse du roman, d'avoir ceux qui partent, ceux qui restent, les différents points de vue, et aussi donc cette famille française qui, au début, on se demande un peu ce qu'ils viennent faire là, évidemment, parce qu'ils les passages, leur voix arrive relativement tard dans le roman, donc c'est vrai qu'on est un peu... Moi, j'ai été un peu déboussolée au départ, de me dire, bon, mais qu'est-ce qu'ils ont à voir avec le schmilblick, ceux-là? Mais voilà, mais ils viennent apporter encore un autre son de cloche au roman, qui est effectivement de ceux qui voient arriver. Donc c'est encore autre chose. Est-ce que pour toi, parce que alors, avant Là d'où je viens a disparu, les fils conducteurs, c'était aussi sur un sujet très difficile, les décharges de produits électroniques en Afrique. C'était un roman quand même très dur aussi. Est-ce que quand tu as écrit ton premier roman, est-ce que pour toi la littérature elle a une fonction politique? Je dirais pas qu'elle a une fonction politique, mais je dirais qu'elle elle est nécessairement politique, dans la mesure où si on assigne à la littérature une fonction, alors on se trompe.
En revanche, nier que ce qu'on écrit, quand on écrit, est tout entier tramé de politique, je pense que c'est s'illusionner sur ce que c'est qu'écrire. Parce qu'en fait, on écrit évidemment avec qui on est, on est très poreux au monde, on a notre histoire, on a notre éducation, on a notre contexte social, on écrit plein de toutes ces choses-là qui luttent en nous. Et forcément que la vision du monde qu'on enferme dans un livre, qu'on formalise à travers quelques pages, elle raconte le récit qu'à un moment donné, à un instant T, moi je me fais du monde. C'est-à-dire comment je lis cette question-là à un moment donné de mon existence, moi qui arrive sur la Terre, comme nous tous, à un moment donné pour une période déterminée. Et ça, pour moi, les récits qui me sont livrés par d'autres et qui me racontent quelque chose du monde dans lequel je vis, c'est profondément politique, parce que ça ne veut pas dire que la politique est une thématique des livres, mais ça veut dire que le monde qu'elle donne à voir renseigne sur les lignes de force et l'histoire, avec un grand H, dans laquelle elle s'inscrit. Et peut-être que la question, ce qui d'un livre à l'autre peut-être fait écho, c'est ce qu'on ne regarde pas. Peut-être que ce qui m'intéresse, c'est où est-ce que moi-même, en tant que citoyen, je ne regarde pas. Oui, je ne regarde pas ma poubelle. Je suis soulagé quand les éboueurs passent et je suis soulagé quand je vide une poubelle. Il y a comme une satisfaction intérieure de me dire ça n'est plus sous mes yeux. Et donc quand je me suis intéressé aux déchets électroniques, tout à coup c'était ouvrir les yeux sur un pan absolument inconnu, secret, insoupçonné de ma société, dont j'étais moi-même totalement tributaire et un consommateur malheureux. Et là, sur cette question des gens qui arrivent, dont on veut ou dont on ne veut pas, j'avais l'impression que c'était aussi le prolongement de cette question-là. Qui sont ces gens que, au fond, dans ma vie quotidienne, je ne regarde pas tant que ça, voire même que je ne souhaite pas regarder, quand bien même je peux faire un récit de ma propre existence comme ouvert, quelqu'un qui essaye de s'intéresser, et pour autant, force est de constater que ces gens, je ne les voyais pas. Et donc, c'est en ça que je disais que l'écriture est comme une forme d'initiation au réel pour moi. J'essaye de me dire quels sont les récits qui peuvent manquer et pourquoi manquent-ils. Et c'est ça qui peut-être me permet de mobiliser suffisamment d'énergie et de curiosité pour écrire quelque chose. Et comment est-ce que tu recueilles le matériau qui font ensuite tes romans, puisqu'il s'agit de situations très réelles et très concrètes que tu arrives à transformer en littérature, parce tu parles de récit, mais on est très loin de la forme du récit, puisqu'on est vraiment dans de la forme romanesque, avec une plume, avec du style, etc. Donc, c'est quoi ton processus d'écriture ? Il y a comme toute une phase un peu carnivore de documentation, d'enquête, c'est-à-dire comme n'importe qui ferait une enquête, donc regarder sur Internet, aller lire des livres, voir des films, écouter la radio, des documentaires radio, essayer de balayer le spectre bibliographique ou de tous les documents possibles qui nous renseignent. Après, il y a parfois des rencontres, c'est-à-dire des rencontres ciblées pour essayer de comprendre mieux une chose en particulier, essayer de mieux approcher un domaine que la documentation a commencé à soulever. Et puis après, il y a un temps... Alors, en parallèle de tout ça, il y a un temps d'écriture. C'est-à-dire que pour moi, c'est simultané. Il n'y aurait pas un temps dévolu à la documentation et un temps dévolu à l'écriture. C'est vraiment les choses se mêlent. C'est-à-dire que tout à coup, le fait d'avoir lu un article me donne une idée d'une chose, donc je commence à écrire. Et puis, tout à coup, je bloque parce que j'ai besoin d'avoir plus de connaissances sur d'autres choses. Et donc, c'est un constant mouvement de va-et-vient. Mais ce que je voudrais dire aussi, peut-être de fondamental, c'est que pour moi... Parce qu'on est quand même assez sommé, quand on écrit, d'attester la réalité de ce qu'on écrit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est tout à fait compréhensible, il y a un tel appétit pour le documentaire, pour le récit, pour le fait avéré. D'ailleurs, sur la 4e de couverture, la première chose du livre, c'est inspiré de faits réels que mon éditeur a. Et je comprends tout à fait, et c'est vrai. Mais je sais que ça, c'est comme une espèce d'argument avec lequel on est censé aller chercher les lecteurs potentiels, parce que quand bien même, si c'était une fantaisie absolue, alors ça n'aurait pas d'intérêt. Ce serait comme éthiquement inférieur. Bon, et moi, je me bats un petit peu contre ça, alors même que j'essaie pourtant d'écrire des choses assez documentées.
Mais là où je veux en venir, c'est qu'il y a toute une part, en fait, moi je viens du théâtre et moi je suis fasciné par les acteurs. Comment se fait-il qu'un acteur puisse me faire sentir et saisir quelque chose qui a priori est très loin de lui? Et ben pour moi, écrire, c'est exactement comme jouer. Et si j'ai une formation d'acteur, peut-être qu'en fait j'écris comme si j'étais acteur, enfin j'écris comme l'acteur que je ne suis pas et que je ne serai jamais. Mais simplement, ça passe par un travail d'empathie, un travail de tentative d'incarnation, un travail de sonder à l'intérieur de soi. Tout simplement, et si c'était moi, qu'est-ce que je ferais? Comment je réagirais? Qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qu'on me répondrait? Donc en fait, c'est une espèce de dynamique, une espèce d'usine à gaz, de réplique en soi. Et c'est tout ce travail-là de descente souterraine dans essayer de jouer, d'interpréter, d'incarner ce que la situation qu'on s'est proposé de décrire va soulever comme dilemme, comme émotion. Et moi, je crois que le travail de l'imaginaire, quand même, c'est ça. Enfin, je sais que je ne demande pas aux écrivains nécessairement de ne me restituer que ce que d'autres leur ont dit qu'ils avaient vécu, mais plutôt par la sensibilité qui est la sienne, de réinventer ça et de le traverser avec sa propre subjectivité. Donc il y a vraiment tout un travail d'invention, vraiment au sens... je décide que c'est ça qui se passerait, au conditionnel. Oui, alors justement, je trouve que le tour de force de ces romans, c'est de justement de susciter et d'être plein d'empathie sans non plus susciter la pitié sans tomber dans le pathos. J'imagine que c'est un équilibre difficile à trouver. Ouais, c'est un peu c'est très et puis c'est un réglage. Ah oui, parce que au fur et à mesure de l'écriture, évidemment, je me disais, voilà, c'est un peu la cata. Si ça devient mon deuxième roman, ce sera le deuxième roman sur les faits migratoires. Et d'emblée, je me disais, il va y avoir 3 mouvements de recul, il va y avoir des regards extrêmement suspicieux. On va m'attendre avec 3 mitraillettes en me disant soit je flatte la bien-pensance générale, misérabiliste sur les pauvres migrants, soit rien d'autre en fait. Et donc je me suis dit, évidemment, comment... Et le deuxième roman, de toute façon, j'ai l'impression que c'est toujours une épreuve. De toute façon, c'est l'enfer, quoi qu'il arrive. C'est de toute façon l'enfer et c'est le roman martyr. Mais effectivement, sur des degrés, sur les degrés de l'empathie, moi je suis passionné par ça. Effectivement, c'est un dosage extrêmement périlleux. Parce qu'à partir du moment où on donne en plus, comme c'est un roman où les personnages parlent eux-mêmes, on a leur voix en direct. Et donc ça, peut-être que c'est au fond ce qui m'a, entre guillemets, permis de les saisir, de les croquer. C'est comme s'ils posaient à chaque fois, comme s'ils posaient et que je les croquais dans leurs contradictions. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment d'essayer de ne pas idéaliser chacun des personnages, et ce n'est pas parce qu'un personnage traverse un drame qu'il devient mécaniquement un saint, ou ce n'est pas parce qu'un personnage commet une action qu'on pourrait juger mauvaise que mécaniquement il devient le salaud de l'histoire. Et donc l'idée, c'est de faire en permanence bouger les curseurs à partir d'une simple intuition et d'une connaissance. Je pense qu'on peut tous savoir qu'on est tour à tour dans notre vie, minute après minute, un saint et un salaud. Enfin, on oscille tous, on se débat comme on peut avec notre histoire, avec les actes qu'on a posés, qu'on regrette, avec les paroles malheureuses qu'on a eues, avec les choses qu'on n'a pas faites, avec les choses qu'on se félicite d'avoir faites. Mais j'essaye d'écrire comme ça en me disant, pour chaque personnage, je dois lui donner cette complexité-là, je ne peux pas faire l'économie de ça, c'est la moindre des choses que je lui dois. Je lui dois d'apparaître dans son trouble, dans le trouble qu'il ressent lui-même à vivre, qui est celui que je ressens moi. Et alors, est-ce qu'au cours de l'écriture, tu as eu à certains moments le sentiment, d'autant plus qu'en effet, tu as fait le choix de l'écriture à la première personne, pour tous les personnages, est-ce qu'il y a certains moments où tu as ressenti une sorte de syndrome de l'imposteur? Ou est-ce que le roman et la littérature permettent cette distance, en fait? En fait, il se trouve que j'étais un peu entraîné, je le dis toute proportion gardée, puisque j'écris du théâtre, et qu'en fait, quand on écrit du théâtre, notre boulot, c'est d'écrire des dialogues ou des monologues, mais en tous les cas, de se mettre à
alternativement de A qui parle à B, qui s'engueule avec A, et ils s'engueulent, et ils se disputent, et ils s'aiment. Et donc, en fait, on doit alternativement épouser les motivations contraires, en fait, de ceux qui dialoguent. Donc, peut-être que ce travail-là m'a naturellement amené à écrire un roman où chacun des personnages prend la parole en son nom, et c'est un fait. Et alors justement, puisque tu évoques le théâtre, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours d'écrivain, puisque tu as commencé d'abord par écrire du théâtre et le roman est venu à la suite de ça. Et alors comment est-ce que ton écriture théâtrale influence ton écriture romanesque ? J'essaie de... En fait, peut-être plus... Enfin, comment dire ? Plus se trouve devant moi un projet d'écriture, plus je trouve que c'est difficile. Et surtout, ce que je trouve très difficile, c'est quand je pressens que tel livre, ou enfin tel projet d'écriture appelle telle forme. Ce que je veux dire par là, c'est que quand je me dis je me lance dans un roman, en fait, je peux m'effondrer intérieurement parce que c'est trop difficile. C'est trop difficile d'écrire un roman. C'est extrêmement long, c'est extrêmement solitaire, c'est hargneux, c'est indélicat, je sais pas comment dire, il y a quelque chose de très difficile. Quand on écrit du théâtre, a priori, il peut y avoir quelque chose de plus rapide parce qu'on écrit pour quelqu'un. Souvent, on écrit pour un metteur en scène ou on écrit pour une troupe d'acteurs. Et donc, à un moment donné, la solitude va rapidement se briser. On va faire des lectures. On va être tout à coup avec des gens et plus tout seul dans son bureau. On va pouvoir discuter, raconter. La chose va exister. Puis on va pouvoir remanier. Et donc, il y a une chose extrêmement dynamique dans l'écriture théâtrale qu'il n'y a pas, à mon sens, dans l'écriture du roman. Et en fait, ce que j'essaye, c'est précisément de contaminer les deux formes et de faire en sorte d'écrire des romans comme j'écrirais des pièces et d'écrire des pièces comme j'écrirais des romans. C'est-à-dire que je me suis aperçu que quand on me commande une pièce, je me dis « Ah bah non, j'avais envie d'écrire un roman » et quand je me lance sur un roman, je me dis « Bah non, c'était du théâtre qu'il fallait faire avec ». Et donc je pense que ces deux impulsions contradictoires, elles m'aident à supporter et à endurer la difficulté que c'est de ne pas s'ennuyer de soi-même. Je veux dire par là que, en fait, l'écriture pour le théâtre induit une rythmique, parce que j'entends, voilà, moi je suis toujours très admiratif par les écrivains qui disent qu'ils écrivent chaque jour, qu'ils arrivent tous les jours entre 5h et 8h du matin à se mettre au travail. Moi je n'y arrive pas, clairement, je n'y arrive absolument pas, j'ai pas du tout cette régularité-là. Mais je constate quand même que le fait d'écrire pour le théâtre fait que je suis constamment en fait sollicité pour quand même me mettre au travail. Mais comme l'écriture théâtrale est moins reconnue comme une forme d'écriture, qu'on a l'impression, je le vois avant d'écrire des romans, quand je disais que j'écrivais du théâtre, c'était comme si je faisais rien, quoi. Ça n'existait pas d'écrire du théâtre, c'est totalement dévalorisé aujourd'hui. Alors que quand on vient avec un roman, tout de suite, on se dit ah bah voilà, il écrit, voilà. Alors qu'en fait, c'est tout aussi difficile d'écrire les deux, je pense. Mais tout ça pour dire que je me suis aperçu que ce qui avait du sens, ce qui était dynamique, et ce qui était essentiel, c'était comment parvenir à revitaliser à chaque fois qu'on se met à sa table la pratique d'écriture et à pas se dire voilà comme je fais d'habitude et donc voilà comme il faut que je continue à faire parce que c'est comme ça que ça marche. Donc en fait, ce qui est assez douloureux, c'est la volonté de fracasser en continu l'espèce de petite routine épuisante dans laquelle on peut s'enfermer quand on écrit, de se reconnaître, de se dire tiens, cette phrase je l'ai déjà écrite, cette situation je l'ai déjà imaginée, cette forme-là je l'ai déjà largement traversée. Et donc ça, comme c'est un peu fatigant de vouloir, voilà, d'avoir vraiment envie de vivre quelque chose de neuf, mais en fait on a envie de vivre quelque chose de neuf comme n'importe qui, parce que simplement on veut tous vivre des choses neuves et on veut que la journée soit nouvelle, on veut que les expériences soient nouvelles, et en fait c'est exactement pareil dans l'écriture où il y a quand même cette espèce de routine d'épreuve du temps qui peut être assez douloureuse et en même temps magnifique. C'est magnifique aussi de se retrouver dans cette solitude-là et d'arracher du temps comme ça à la vie collective, ça c'est vraiment magnifique. Mais donc, j'ai l'impression que la coexistence en moi des deux dynamiques d'écriture me permet de ne pas sombrer dans une forme de détestation de moi-même, puisque on peut quand même aussi se dire, bah voilà, je ne suis que ça et je ne ferai toute ma vie que répéter indéfiniment cette petite musique intérieure, et je pense que je lutte contre ça. Et alors, sur les
sur les techniques narratives, j'ai l'impression aussi que les deux, s'influencent. Par exemple, c'est vrai qu'il y a dans tes deux romans plusieurs voix, plusieurs personnages. Est-ce que ça te vient aussi du théâtre ? Il y a également le fait que je trouve que c'est toujours... on a l'impression d'avoir des sons, d'avoir des images devant les yeux. Il y a toujours parfois des écritures fragmentaires aussi, qui sont entrecoupées de poèmes, de citations. C'est très oral. Est-ce que tu penses que ça te vient aussi du théâtre, cette manière de construire tes romans ? Sans doute. Et puis en fait, je pense que ça vient de mes propres lacunes. C'est-à-dire que quand je me dis toujours, il faudrait que j'écrive un vrai roman avec du passé simple, de l'imparfait, une narration, enfin quelque chose que j'adore lire en plus, en tant que lecteur, moi. Mais simplement, je n'y arrive pas. Donc je ne désespère pas d'y arriver un jour. Mais sans doute que peut-être que je cherche la surprise aussi bien pour moi, comme je le disais, que pour celui ou celle qui me fera la chance de me lire. C'est-à-dire essayer de faire en sorte qu'ils ne se disent pas ça va être un long tunnel de 200 pages où vraisemblablement je vois un petit peu les choses arriver, ou alors si je les vois pas, il y a pas quelque chose qui viscéralement m'attrape, quoi. Et je veux dire, c'est extrêmement difficile à faire, ça. Donc peut-être que comme je n'arrive pas encore là où j'en suis à me fier simplement au cours de mon écriture et à cette relation-là que je pourrais avoir de simplement dire quelque chose à quelqu'un dans cette simplicité-là, peut-être que je cherche encore à braquer le livre, à braquer le lecteur, braquer au sens de le faire réagir, quoi, de tout à coup se dire ah, ça va pas là où j'attendais, ou tout à coup tiens il y a une rupture dans le récit, il y a quelque chose qui vient un petit peu je sais pas disjoindre la conception que j'avais. Donc ça vient évidemment sans doute du théâtre, le fait de vouloir aller absolument percer ce quatrième mur, quoi. Je pense que c'est ça que j'essaie de faire dans le roman, c'est de sortir du papier pour aller attraper quelqu'un, et peut-être que je le fais en détruisant ce que devrait être la forme narrative conventionnelle. Et je dis conventionnelle sans aucun regard négatif. Enfin, c'est-à-dire que moi, je trouve que la pureté des romans du 19e siècle, quand on lit Flaubert, tout ça, il y a rien de plus absolument sublime et étourdissant. Donc, simplement, c'est incroyablement difficile et je n'y arrive pas encore. Alors, j'ai pas perçu comme des lacunes ce dispositif narratif, je tiens à le dire. Hein. Et alors, une dernière question, et ensuite tu pourras peut-être nous lire un passage. C'est quoi la suite ? Quels sont tes prochains projets ? Alors là, je travaille en ce moment sur un spectacle de théâtre qui sera créé à la Comédie de Valence en septembre et qui va venir au Théâtre de la Cité. Parce qu'en fait, je travaille beaucoup en ce moment avec une metteuse en scène qui s'appelle Lorraine de Sagazan, avec qui j'ai fait une adaptation de Platonov, L'absence de père, qui a joué, je crois, il n'y a pas longtemps. Et là, on prépare un autre spectacle qui s'appelle Un sacre, que j'écris donc, et qui traite des fantômes, de la manière dont les morts sont présents dans notre vie. Alors, il se trouve que on a fait depuis le mois de janvier, avec cette metteuse en scène, on a fait plus de 300 rencontres on a interrogé les gens sur la thématique de la réparation. On leur a demandé dans leur vie, est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas réparé ? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé réparer ? Ou est-ce qu'il y a des choses réparables ou irréparables ? On a interrogé des gens dont c'est le métier de réparer. Et donc, on a retranscrit tous ces entretiens. Et à partir de là, on a aperçu qu'il y avait en majorité des gens qui nous parlaient de deuil problématique, de sépulture impossible, de rapport avec leur mort troublant. La période était sans doute peut-être propice à y penser. Et donc, on a construit un spectacle avec 9 comédiens dans un c'est un très beau décor. Il y a de la chorégraphie et c'est un spectacle qui raconte comment réinventer un rituel pour nos morts, comment sont-ils présents dans notre vie et comment on a peut-être aujourd'hui trop mis à distance ou trop délégué ce que c'est que de prendre soin des morts. Et donc c'est un spectacle, mais c'est pas du tout sordide, ça a l'air comme ça un peu sombre, mais en fait c'est assez fort, c'est des récits très forts de gens qui
voilà, qui sont profondément vivants. Donc ça, c'est le projet de théâtre qui m'occupe depuis 6 mois et qui va voir le jour en septembre, à l'automne. Et je commence à l'automne à travailler sur un 3e roman. Mais dont pour l'instant... droit voilà. de ne rien Ouais, savoir. ouais. Donc, Non, ok. c'est pas... Non, mais voilà, C'est encore trop flou, ça commence un tout petit Ok. peu à se dessiner. D'accord, merci. Non, à vous. Alors, je lis un... Hop. Alors... Pardon. Hop, je cherche... Je vais vous lire un extrait de un personnage qui s'appelle Litsi, qui est donc une salvadorienne qui a émigré aux États-Unis. Donc, elle vit à Somerville, dans le New Jersey, et ça se passe en 2017. Je n'y suis pas. Je regarde sur Fox News les centaines de femmes coiffées d'un bonnet rose défiler dans les rues de Washington et ailleurs dans ce pays, et je me demande si je suis à ma place, si j'ai vraiment le choix, si j'ai fait le bon, si ça me concerne. La prestation de serment a eu lieu hier. Est-ce que tout va changer ? Aujourd'hui, les gens marchent contre le président élu, et moi je me souviens de la dernière fois que j'ai fait ça, marcher. Marcher des heures dans le désert, sur des pierres, des graviers, de la terre fendillée. La poussière qui s'insinue dans les chaussures, ensable les chevilles, tourbillonne et fouette la nuque à cause des rafales de vent. La poussière qui s'agglutine dans les tympans, assourdit, pénètre la bouche, grignote les gencives et les embrase, au goût de miel brûlé, de feu, d'humus. La poussière qui lacère les paupières et les braque, trouve son passage, s'implante parmi les larmes, avoisinant l'iris et la pupille qu'elle raye, qu'elle pourrait crever, épaissit les cils, souille les sourcils et les cheveux, blanchit le teint comme s'il fallait passer par ce maquillage pour être accepté par le pays, les bêtes, les plantes, l'hostilité de chaque chose et du silence, les crampes et zacs qui cognent dans mon ventre, assoiffé, affamé, affolé par les accélérations que je dois parfois déclencher, saisi de panique au moment d'apercevoir une silhouette ou de discerner les sons d'un moteur, sentant cet être intérieur que je ne connais pas encore chavirer, retourner mes entrailles pour s'y blottir. Les heures longues, étrangement calmes pour la plupart, rythme abrutissant des pas qui se succèdent, dessinent des empreintes dont je redoute qu'elles me trahissent, pas le temps de les effacer, pas le temps de nettoyer mes traces, pas le temps de brouiller les pistes, avancer, gagner du terrain, s'approcher, toucher du pied la frontière, et l'enjamber d'une foulée à peine plus grande, à peine plus folle que les autres. Les heures nocturnes et gelées, les détours, les fausses pistes, les pauses, les peurs réactivées sitôt que je me remets à penser, que j'envisage le pire pour nous deux s'il décide que c'est maintenant, s'il ne gère pas l'effort que je lui demande, s'il amorce sa descente, enclenche la mécanique de sa venue au monde, me prenant en otage de sa décision, nous condamnant l'un et l'autre à finir ici, atterrir dans ce grand vide, se poser sur cet aplat infini. Les heures pendant lesquelles le doute m'accable, prostration des idées, les heures où je m'assieds, soudain recommence à penser. On ne pense pas en marchant. En tout cas, moi, j'y parviens pas. Tout entière, je suis dans la marche, incapable de former une chaîne de sens, engourdie par la sensation. Contact de la peau avec la chaussure, de la chaussette avec la semelle, de la semelle avec le sol, frottement, raclement, faux pas, caresse répulsive à force d'occurrence, sang, déferlement de douleur sous la plante des pieds, les talons, les orteils, les genoux, stone, effaré de la lenteur et du risque. J'ai accouché à San Diego le 4 novembre 2008, le jour de l'élection américaine. Gros bébé, 23 heures de travail, je voulais qu'il m'achève, à la fin j'en pouvais plus. Épisiotomie, près de 4 kilos, j'ai pleuré comme une automate, d'épuisement, de découragement, de solitude, d'euphorie. Je voyais tout en technicolor, en panoramique, comme si ma vision s'était élargie, comme si j'étais entré dans le film, tous mes fantasmes prenant corps, les silhouettes s'activant autour de moi, s'emplissant de chair, la langue large, habile et véloce, catapultée dans mes oreilles, martelant mes tempes à la cadence d'un refrain populaire. Nouveau monde conquis.
C'était une semaine après avoir franchi la frontière, j'avais réussi à passer, sans bruit. Je me suis terré dans un motel avec l'argent économisé pour le voyage. J'ai dormi pendant 3 jours. J'ai mangé des Doritos et du beurre de cacahuète. J'ai regardé la télévision et j'ai pris des bains. Je me sentais reine. J'ai perdu les os sur la moquette bleue de ma chambre miteuse qui avait pour seul luxe une baignoire. J'ai eu peur qu'on me facture le nettoyage. Je suis parti sans prévenir personne. J'ai marché le long d'une route à double sens en me tenant le ventre, attendant de recueillir dans ma paume le fruit qui tombe une fois qu'on a secoué l'arbre. J'ai fait du stop. On m'a conduite aux urgences. J'ai patienté sur place le temps que Zach se sente pleinement voulu, là, maintenant. Je lui disais, tu peux y aller, Hiro, tu peux y aller. Tu seras en sécurité ici, ce sera chez toi, tu n'as rien à craindre, alors viens. Viens, mon fils. À présent, pour nous deux, c'est la vie nouvelle. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée ? Non. N'ayez pas peur. Bah, s'il n'y a aucune question, on va... Ah, quand même. Merci. Ben oui, en fait, c'était parce qu'hier, je voulais choisir autre chose. Je voulais choisir le fil salvadorien au début, qui est plus conforme avec ce que la 4e de couverture raconte. Et puis, j'ai eu un peu peur. C'était dimanche, il pleuvait, il y avait les élections. Je me suis dit, ça va être ultra plombant. Enfin, on va vraiment finir tous. Puis, je me suis dit, on s'est pas vu depuis je ne sais combien de temps. On va tous vraiment partir laminés, quoi. Et donc, je me suis dit, non. Et je sentais qu'il fallait trouver quelque chose de plus incarné, peut-être de moins douloureux. Après, le problème des 4e de couverture, c'est toujours compliqué. Alors, la 4e, elle dit quand même qu'est-ce que les frontières ne parviennent pas à effacer du lien entre parents et enfants. Et ça, c'est vraiment au cœur c'est qu'à un moment donné, dans l'histoire française, l'action du fils sur une frontière va pulvériser cette famille et va les rendre étrangers les uns aux autres. Parce qu'en fait, une des choses qui m'a semblé assez forte à éprouver en fait au fil du temps de ma vie, moi je m'aperçois que à la fois depuis que j'ai eu un enfant, je vois mes parents autrement. Enfin, je m'aperçois de ce qu'ils ont vécu, de toutes les choses les récits que je m'étais fait sur eux changent à partir du moment où on a un enfant. Et en fait, il me semble que dans la vie, les gens, notre famille, ceux avec qui on a grandi, ceux à qui on va donner la vie, tout ça, en fait, on ne cesse au cours de notre vie de les trouver à la fois très, très proches et très étrangers, très familiers et très autres. Et je me suis dit, il faut dans le livre peut-être raconter ça aussi, qu'en fait peut-être parce que je peux me sentir beaucoup plus proche de quelqu'un à l'autre bout du monde que de mon fils ou de mon père tout à coup, et qu'en fait la relation d'étrangeté, c'est un peu l'espèce d'ombre qui peu à peu se déplace sur le livre. C'est l'histoire d'une famille française qui voit les autres comme des étrangers, et puis tout à coup elle s'aperçoit qu'en fait les étrangers sont devant eux, quoi. Et qu'en fait, au fil du temps, cette structure de père, fils, mère, ils sont chacun, c'est un peu comme un mobile. Et en fait, peu à peu, les liens se sont décalés. Et en fait, ils s'éloignent inexorablement comme des continents à la dérive. Et en fait, ils s'aperçoivent qu'ils sont beaucoup plus loin. En fait, que pour aller retrouver son fils, en fait, c'est beaucoup plus loin que ce qu'il avait cru, parce que comme ils étaient ensemble, il y a une espèce d'évidence qui n'a plus été jamais questionner. Et en fait, peut-être que ça répond à une hantise que j'ai de devenir étranger à mes parents, que ma fille me devienne étrangère, que ma femme me devienne étrangère, que j'ai l'impression que je lutte toute ma vie, parce que je me sens devenir étranger à moi-même aussi parfois. Je sens dans ma vie que je change, que celui que j'étais, celui que je serai, celui que je suis, celui que je suis dans 10 minutes, tout ça, je sens que tout ça ne cesse de se décaler. Et je me dis, on est un peu comme du bois qui joue avec le temps, avec la pluie, avec l'humidité, avec le froid. Et cette famille, c'est un peu ça. C'est que tout à coup, ce qui paraissait très très lointain, différent, divergent, étranger, en fait, il est juste à côté de soi.
C'est là que c'est étranger. Et en fait, les autres, tout à coup, on peut avoir avec eux une relation tellement plus intime, tellement plus évidente, tellement plus forte. Moi, il m'est arrivé d'avoir des rencontres comme ça dans des salons ou pour des spectacles. Ça, tout à coup, une rencontre extrêmement forte avec quelqu'un, une intimité qui se crée et aucune étrangeté. Alors que quand je vais retrouver mes parents, parfois, il va me falloir ou mon frère ou ma sœur. Tout à coup, il y a le temps qu'on se défasse des étrangers qu'on est devenus les uns pour les autres. Je pense que ça, c'est une chose que je voulais dire dans le livre, et peut-être qu'il aurait fallu axer la 4e de couverture là-dessus, et qu'on l'a pas fait. Mais c'était une galère sans nom, la 4e de couverture, c'est une horreur. Moi, je pense qu'il faudrait juste mettre un extrait, et puis point barre, quoi. Il ne faudrait pas faire des espèces de dissertations, commentaires sur ce qu'on a essayé de faire, ce que c'est magnifique, que c'est extraordinaire, qu'aucun n'a jamais fait comme ça, parce que du coup, on est tout pato à dire que c'est extraordinaire, alors qu'on dit, bah, j'en sais rien si c'est extraordinaire, et puis en même temps, on dit des choses un peu bébête. Donc bon, voilà, faut pardonner la 4e, mais je vois, mais c'est dommage parce que ça empêche d'aller dans le livre, et ça, c'est triste. Ouais. Mais c'est un peu l'histoire, en fait, parce que en fait, ce qui est bizarre, c'est que quand on écrit, il y a pas d'instantanéité. En fait, l'écriture, elle prend du temps. Et donc, soi-même, on change, en fait. C'est-à-dire que je commence l'écriture, et puis 6 mois plus tard, je l'écris toujours, mais j'ai tellement changé, j'ai tellement changé que tout à coup, le livre, il est comme... il change aussi, quoi, au fur et à mesure, et puis il se fait rattraper, puis en même temps, il faut tout le temps revenir et s'assurer qu'on suit le fil. Et c'est bizarre, en fait, de donner une forme figée et comme morte, en fait, à un état de la pensée qui a été tellement vivant et qui ne cesse de l'être. Évidemment que si je devais le réécrire, je ferais tout différemment. Et c'est tout le temps comme ça, donc c'est violent aussi de se dire on a comme tué une pensée dans le langage. Alors après, pour le meilleur, hein, moi je suis ravi que tant d'auteurs aient tué leur pensée pour en faire des livres, mais quand même, je me dis, peut-être c'est ça que j'aime au théâtre, c'est qu'on ne peut pas le tuer, ça. Au théâtre, on est là, et soit c'est plus là, quoi, mais au moins ça a été là, et puis ça ne peut pas être tué, mais ça aura été là, donc peut-être que... Je parle trop. Pas du tout, on est là pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou remarques d'ailleurs, hein, ce n'est pas forcément des questions, mais... Et ben, s'il n'y en a pas d'autres, alors peut-être que ceux qui veulent se faire dédicacer le livre... voilà, il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation, évidemment. Merci beaucoup. Merci à vous et merci à Guillaume. Merci. It brings a tear into my eyes when I begin to realize. C'était Guillaume Poix à la librairie Ombre Blanche, lundi 28 juin 2021, lors du Marathon des mots, autour de la publication aux éditions Verticales de son roman « Là d'où je viens a disparu ». Rencontre réalisée et mise en onde par Radio Radio. My tears. I sit and cry just like a child.